j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter Claude Calame. Mais avant de le présenter, je voudrais lui dire un grand merci, parce qu'il a beaucoup travaillé pour ce colloque, à la fois sur le programme, qui lui doit beaucoup, mais aussi sur les documents de communication. Enfin, il a été vraiment extrêmement impliqué dans la préparation du colloque, et je lui dis un grand merci. Alors, Claude Calame est un helléniste émérite, et je pense que les mythes grecs n'ont pas de secret pour lui, ou presque plus de secret pour lui. Il est également anthropologue, il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et il est le président de la section de la Ligue des droits de l'homme de cette école. Et il est par ailleurs membre de l'espace de travail migration d'Attaque. Il faut vraiment très près de la bouche. La deuxième salle n'entend pas. C'est surtout pour la deuxième salle. Très bien. Bien, j'aimerais vous remercier de votre présence ici, remercier les organisatrices et les organisateurs de ce forum des droits humains centré donc sur les migrations et sur les exils, et ceci dans l'idée, et j'y tiens, d'une collaboration entre nos différentes interventions associatives, nos différentes interventions pratiques aussi dans ce domaine. Donc, quant à moi, je suis simplement praticien de l'anthropologie, d'une anthropologie historique de la poésie grecque, qui expose en effet toute une série, qui recrée toute une série de mythes. Et si j'interviens ici, c'est tout simplement en tant qu'amateur, j'espère, amateur éclairé, mais en tout cas, tout simplement en tant qu'amateur militant. Et j'aimerais commencer par quelques statistiques ou une triste statistique, sans naturellement prétendre faire concurrence, ce serait une concurrence tout à fait déloyale à François Héran. Et cette triste statistique, elle concerne les chiffres globaux des personnes exilées disparues en Méditerranée d'une part, mais désormais aussi dans l'Atlantique nord-ouest, donc au large des Canaries, ces dernières années. Ce sont les chiffres donnés par le HCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc en 2018, toujours hommes, femmes et enfants confondus, 2277 personnes, 2019 un peu moins, vous savez pour quelle raison, 1510, 2020 18 081 et en 2021 32 031. Avec 1924 personnes en Méditerranée centrale et occidentale et 1153 au large des Canaries. Et à ces personnes, à ces migrantes et migrants décédés d'une manière ou d'une autre en mer, il faut naturellement ajouter celles et ceux qui désormais trouvent la mort également dans la Manche, entre la France et la Grande-Bretagne, plus de 300 dès la fermeture par ordre de Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, du centre HCR, d'ailleurs administré par le HCR, de Sangatte, avec le drame, vous le rappelez, qui a marqué ces traversées en janvier dernier, où 30 personnes, un peu plus de 30 personnes ont perdu la vie et dernièrement ont été publiées, je crois sur Mediapart, leur dernier appel, c'était Le Monde, sur leurs appels au secours. Donc, depuis 2014, encore dans les chiffres, plus de 17 000 morts et disparitions en Méditerranée centrale, plus de 25 000 dans toute la Méditerranée. Et cela, c'est sans compter, mais là, naturellement, nous n'avons pas de statistiques, avec les morts, les disparus, dans la traversée du Sahara, dans les campements même de Libye, où les personnes qui sont retenues tentant de franchir la Méditerranée sont soumises à
racket, violence, viol, travail forcé, forme d'esclavage aussi, et naturellement également la mort. Et le mouvement, en plus, se poursuit, dernier chiffre, en s'accentuant d'ailleurs, puisque jusqu'en août 2022, uniquement pour la Méditerranée centrale, on compte déjà 1628 personnes disparues. Mais la question se pose de savoir, mais qui sont les actrices, qui sont les acteurs de ces mouvements migratoires, qui sont ces personnes qui prennent le risque de parcours pour le moins aléatoire quand ils ne sont pas mortifères. Ces personnes, donc, qui prennent la voie de l'exil et qui prennent la voie de l'exil en connaissance de cause, qui sont les protagonistes de ce que nous appelons les migrations forcées ou les migrations sous la contrainte. Et la question se pose, et c'est celle que j'aimerais poser ici, de savoir, mais pourquoi ces migrations sous la contrainte, pourquoi ces migrations forcées, en particulier en ce qui concerne l'Union européenne, des personnes qui viennent du Proche-Orient, de l'Afrique subsaharienne, comme vous le savez, cela au risque de perdre leur vie en une sinistre géographie du franchissement de ces tentatives de franchissement des frontières de l'Union européenne. Les points, si je peux dire, les points forts, les points marquants de cette sinistre géographie, c'est évidemment le fleuve Evros en Grèce du Nord, à la limite, à la frontière avec la Turquie, la mer Égée elle-même, au large notamment de l'île de Lesbos, les côtes de la Libye, pour donner accès en Méditerranée centrale, à Malte et surtout à l'Italie en général par le biais de la Sicile, entre Ceuta et Melilla et Gibraltar dans la Méditerranée occidentale, et puis désormais via les Canaries, voire, comme je l'ai mentionné ici encore, la Manche elle-même. Exil, donc, exil qui est assurément l'objet d'une décision individuelle ou d'une décision familiale, en tout cas d'une volonté personnelle, certainement d'un projet, et d'un projet qui requiert quelques moyens financiers, ce qui implique aussi une forme d'endettement. On pourra y revenir peut-être dans la discussion. Mais migration, donc migration volontaire, mais qui s'exerce sous la contrainte, un exil évidemment en raison de circonstances extérieures, d'une situation qui exerce sur les individus, sur les familles, une pression qui est une pression d'abord matérielle, évidemment, mais aussi une pression morale, certainement une pression psychique, si on peut l'interpréter dans nos propres termes occidentaux, une pression sociale et aussi, j'y reviendrai, une pression politique. De manière générale, on peut affirmer que les personnes contraintes à l'exil, les personnes donc qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent un refuge dans les différents pays de l'Union européenne, sont d'abord les victimes de faits de guerre. Ça vient d'être mentionné. Je pense naturellement à l'occupation sous ses différentes formes de l'Afghanistan, à la guerre d'Irak, à la guerre dite civile en Syrie, mais ce n'était pas uniquement une guerre d'ordre civil, pensez à l'intervention de la Russie, des conflits dans lesquels l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, a été impliquée. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut penser aussi aux conflits qui continuent d'ailleurs à diviser l'Érythrée, par exemple, le Soudan.
et les personnes qui sont les victimes de ces faits de guerre correspondent à la définition du réfugié telle qu'elle est donnée dans la Convention de Genève de 1951, telle qu'elle a été d'ailleurs reprise par le HCR dans la discussion. Éventuellement, je pourrais en mentionner les termes. Mais, fait de guerre, sans doute, ces personnes sont aussi les victimes des énormes inégalités. Des énormes inégalités à la fois économiques, mais aussi sociales, économiques et sociales, entraînées par ce grand mouvement de la mondialisation économique et financière qui s'est engagé dans les années 80, mais qui en fait a son origine dans les accords de Bretton Woods en 1944, à l'issue de ou par anticipation, à l'issue de la dernière guerre mondiale, et un processus qui est animé par les pays occidentaux les plus riches, un certain nombre de pays de l'Union européenne, naturellement, et évidemment les États-Unis. Un mouvement qui implique un développement, certes, mais un développement fondé sur la croissance, sur une croissance mesurée uniquement en termes économiques et financiers, selon les règles du libre marché, selon la règle aussi de la libre circulation des marchandises, pas celle des personnes, une mondialisation ou une croissance, disons, qui est fondée en fait sur la maximisation des profits, avec un développement qui est fondé sur extractivisme et productivisme, avec aussi les conséquences environnementales que l'on connaît, un développement économique fondé sur concurrence, compétitivité, selon les principes néolibéraux de l'économie de marché, qui implique d'une part une exploitation de l'environnement, un environnement qui est réduit à une série de ressources naturelles, mais qui implique aussi l'exploitation du travail des hommes et des femmes, un travail qui est réduit, quant à lui, à une série de ressources humaines. Je trouve ce terme de ressources tout à fait significatif de ce point de vue-là. Et cela, notamment, par le biais d'entreprises multinationales qui ont accentué ou qui sont les supports de ce mouvement de mondialisation qui a établi de manière très globale sur ce qu'on peut appeler les pays du Sud ou les pays les plus pauvres, en ce qui nous concerne évidemment essentiellement les pays d'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, des rapports de domination et des rapports de domination néocoloniale de la part du Nord. On pourrait évidemment réfléchir en ces termes aussi au problème de la domination des États-Unis sur un certain nombre de pays d'Amérique, enfin, sur l'ensemble finalement de l'Amérique latine. Et les moyens de cette politique de globalisation et de globalisation néocoloniale, ils sont multiples. J'aimerais juste rapidement mentionner ici en particulier les mesures d'ajustement structurel imposées par les grandes institutions financières internationales telles la Banque mondiale, naturellement aussi le Fonds monétaire, le FMI, le Fonds monétaire international, imposées aux pays les plus pauvres et de ce fait aussi les plus endettés. Ce qu'il faut mentionner aussi, ce sont les traités de libre-échange, ces traités de libre-échange qui sont
animés d'une manière ou d'une autre, ou soutenus par l'Organisation mondiale du commerce, qui permettent des investissements du Nord dans l'exploitation des ressources, mais qui permettent aussi, on l'oublie toujours, l'importation dans les pays les plus pauvres de produits, notamment de produits agricoles dont la production est largement subsidiée, notamment dans les pays de l'Union européenne. Ce qui provoque aussi rachat, accaparement des terres par les plantations, etc. etc. Résultat, là aussi, pour être évidemment schématique, d'une part, la destruction de l'agriculture vivrière, destruction, on pourrait ajouter aussi des forêts, notamment des forêts tropicales, pensez à l'évidence à l'Amazonie, une urbanisation envahissante, sauvage, avec l'extension des bidonvilles. On oublie souvent la destruction des cultures locales, question d'identité à mes yeux absolument essentielle. Différentes pollutions dans l'exploitation des ressources dites naturelles, la privatisation, je l'ai déjà mentionné, des quelques services publics existants, notamment dans le domaine de la formation et de la santé, et puis les guerres, naturellement, des guerres à caractère néocolonial. C'était évidemment le cas de la guerre d'Irak. Donc l'exil pour assurer sa survie personnelle, la survie de sa famille aussi, sa survie sociale, mais désormais aussi sa survie environnementale, avec ce qui nous pose, ce qui nous place finalement face à un défi qui est un défi humanitaire, mais c'est aussi un défi économique, c'est un défi politique, mais c'est aussi un défi d'ordre culturel, et j'insiste beaucoup sur ce point. Ainsi donc, les effets pervers, les effets destructeurs de notre système économico-social sur les populations avec lesquelles nous entretenons en particulier des relations commerciales, les conséquences aussi destructrices sur leur environnement sont parmi les causes principales de ces mouvements de migration et de migration contrainte auxquels l'Union européenne est confrontée, tout en étant conscient que l'Union européenne n'est confrontée qu'à une partie de ce grand mouvement de migration forcée, puisque l'essentiel de ces migrations se déroule de pays du Sud à pays du Sud, se traduit aussi souvent en déplacement à l'intérieur même du pays concerné. Donc une tragédie humanitaire qui est attachée ou qui a elle-même une cause politique, et cette cause politique, en ce qui concerne l'Union européenne, en ce qui nous concerne nous-mêmes, c'est tout simplement la fermeture des frontières de l'Union européenne. Alors, la fermeture des frontières méridionales de l'Union européenne, dans les pays limitrophes de la Méditerranée, naturellement, mais aussi nos frontières intérieures, en contradiction avec le principe de la libre circulation des personnes qui régit l'Union européenne sur le principe. Je pense naturellement là à la Hongrie, mais aussi à la Bulgarie, désormais à la Pologne, à l'Autriche, à la Croatie, qui elle aussi a édifié des barrières contre les migrants. Je pense encore au fait que les frontières ont été rétablies en France, notamment dans la vallée de la Roya, du côté de Briançon et dans la Manche, naturellement, enfin, dans le Calaisis, plutôt dans le Calaisis également. Et puis, point
encore absolument essentiel, il faut compter aussi avec l'externalisation de ces frontières de l'Union européenne, naturellement en Turquie, naturellement en Libye, et comme on l'a vu tout récemment avec le drame au sud de Melilla, naturellement au Maroc, ça se poursuit jusqu'au Niger d'ailleurs. Ce qui signifie que nous sommes en fait, nous, Européens, doublement responsables économiquement et politiquement des discriminations, des violences, des persécutions, des disparitions dont exilés sont les victimes, non seulement aux frontières de l'Union européenne, mais dans les pays de l'Europe elle-même. Le problème, donc, et je terminerai par là, il est d'une part d'ordre humanitaire. Et il s'agit là, je parle en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, du respect des droits. C'est une question, disons, d'ordre à la fois humanitaire et juridique. En effet, de part et d'autre, d'ailleurs, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays de l'Union européenne, à l'égard en tout cas des exilés et des exilés, ce sont les droits individuels et également les droits sociaux des exilés qui sont déniés. J'aimerais le rappeler une fois encore, les droits de la personne inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date donc de 1948, concernent, et je cite, c'est l'article 1, des êtres humains libres et égaux en dignité et en droit. Et ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que ces droits individuels sont assortis de droits collectifs, articles 22 jusqu'à 25, ou 23, 25 de cette même DUDH. Ils assurent, je cite encore, un niveau de vie suffisant dans les domaines de l'alimentation, de l'habillement, du logement, des soins médicaux, avec, ce qui est précisé, les services sociaux correspondants. Et est inclus aussi le domaine, et le domaine, à mon avis, absolument essentiel, qui est celui de la formation. On pourrait peut-être ajouter encore le domaine de la culture, c'est l'article 25. J'aurais dû mentionner encore, naturellement, le droit au travail, absolument central, qui est mentionné, si je ne m'abuse, dans l'article 23. Et, à ce titre, je rappellerai encore que l'article 13 de cette même Déclaration universelle des droits de l'homme précise que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et que, ajoute ce même article 13, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Et au-delà des droits fondamentaux inscrits dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est en définitive, dans la fermeture des frontières aux personnes exilées, la qualité d'être humain. La qualité d'être humain dans sa dignité morale, dans sa liberté d'action, dans son existence physique, psychique, qui est de quelque manière dénié. Et il me semble que, en particulier en Méditerranée centrale, on peut parler d'un véritable déni d'humanité, ce qui nous renvoie, on pourrait y revenir éventuellement dans la discussion, à la question du crime contre l'humanité. Mais responsabilité politique aussi. Et il me semble, ici c'est le membre d'Attac évidemment qui parle de manière extrêmement rapide, que pour rompre avec cette domination néocoloniale des pays riches sur les pays des Suds, pour rompre avec un système économique et financier qui est parmi les causes des migrations contraintes,
qui est parmi les causes de l'exil, le seul moyen, c'est la rupture avec ce système de mondialisation qui est évidemment largement soutenu par le capitalisme, et le capitalisme dans sa version néolibérale, parlant dans cette mesure pour une transition écosocialiste qui devrait favoriser le développement matériel, social, culturel des communautés humaines, d'une part, mais qui doit être soucieuse aussi d'une interaction, et d'une interaction désormais équilibrée avec l'environnement, l'environnement qui, par ailleurs, assure notre survie, qui assure la survie des communautés humaines. Et pour terminer, j'ai encore deux minutes. C'est bien? Deux? Vous m'accordez? Très bien. J'aimerais citer en conclusion quelques extraits du discours qui a été prononcé par Giusy Nicolini. Giusy Nicolini, qui a été pendant une quinzaine d'années, je crois, la maire de Lampedusa, qui a naturellement beaucoup assuré l'accueil de nombreuses personnes exilées qui tentaient de franchir la Méditerranée centrale depuis la Libye. Il s'agit là d'extraits du discours qu'elle a prononcé à l'occasion d'un hommage qui lui a été rendu à l'université de Genève. Pour conclure, dit-elle, l'expérience du deuil et de la douleur, les histoires des gens qui ont débarqué sur mon île ne m'ont pas seulement ému, ils m'ont bouleversé, laissant en moi des traces indélébiles. Elle ajoute, en particulier, j'étais dévasté par la vue des garçons morts asphyxiés dans la cale, sans ongles, parce qu'ils avaient lutté pour ouvrir un trou d'air. Et elle termine, et quand je vous raconte ces histoires, je ne cherche pas à vous émouvoir. Affronter cette immense urgence humanitaire d'une manière différente est possible, pas seulement en pleurant et en oubliant, mais en reconnaissant ces personnes comme des sujets de droit, et de droits piétinés sur leur terre, le long de la route migratoire, dans les camps de Libye, et aujourd'hui même par nous dans la mer. Ce n'est qu'alors que nous pourrons donner des réponses politiques à la complexité d'un défi que nous savons long et difficile, fatigant et exigeant. Et ce défi, à la fois humanitaire et politique, je pense que c'est à nous de le relever. Merci. Alors, on prend le temps pour une ou deux questions avant la pause. Oui, comme je n'ai pas pu poser la question au premier intervenant, donc je pose la question au deuxième. Au deuxième, à vous. D'abord, je voudrais... Votre nom signifie en arabe la parole. Et la parole est importante dans la culture arabe. Et la parole, c'est quelque chose qui permet de faire comprendre et de prendre des décisions. Alors la question que je vous pose, et que je pose également au premier intervenant, nous avons des chiffres, nous avons un travail objectif qui a été fait, qui explique que la mythologie ou les abus de langage qu'on écoute ça et là, et notamment en Occident, sur le problème de l'immigration, et les solutions que vous préconisez, vous, pourquoi des hommes pareils, qui ont un langage scientifique, objectif, qui ont analysé la situation, n'ont pas d'écho sur les décideurs,
sur les politiques, sur les institutions. Et peut-être, et c'est une critique qu'il faut faire à nous-mêmes, parce que beaucoup d'entre nous, dans cette salle, sont des bénévoles dans des associations. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment relayé votre parole, votre discours auprès de nos citoyens et de nos citoyennes. Peut-être que nous avons été un peu bloqués par le travail et que nous n'avons pas suffisamment investi auprès des citoyens. Donc la question que je pose à vous deux, pourquoi votre parole n'est pas écoutée? Pourquoi il y a un autisme? Je ne parle pas du système dans lequel nous sommes actuellement et dont vous avez esquissé les dangers et les méfaits. Merci bien pour vous deux. Alors, très brièvement, tout d'abord, à propos des chiffres, à propos des statistiques, vous savez que les statistiques, de toute façon, sont l'objet de lecture, sont l'objet justement de discours, sont l'objet d'interprétation. Ouais. Et ça, on l'a très bien vu avec François Héran, les chiffres même qu'il nous a montrés. J'entends celles et ceux qui parlent d'une manière ou d'une autre et qui luttent aussi contre les migrations, quelles qu'elles soient, s'appuient en fait sur les mêmes, sur les mêmes statistiques. Hein. Et puis, par ailleurs, quant à la portée de notre logos, la portée de nos paroles, là, il faut naturellement compter avec les médias et le rôle joué par les médias. Ça, on l'a très bien vu pendant toute la campagne électorale l'hiver dernier, avec l'importance donnée notamment aux déclarations, aux débats animés notamment par Zemmour. Hein. Et comme vous le savez, derrière ces groupes médiatiques, il y a de grands groupes financiers qui sont actifs. Hein. Bon, voilà. Très bien. Mais tu auras sans doute une réponse plus articulée à donner. Ah. Bon, il y a un combat, à mener, il y a un combat qui est inégal, effectivement, parce que c'est vrai que souvent on raille sur les professeurs, la tribune du Collège de France, et moi je dis la tribune du Collège de France, c'est rien à côté du pinacle sur lequel on peut effectivement élever un personnage comme Zemmour, hein, c'est rien. Voilà. Donc on essaie quand même de lutter, de ne pas être tout à fait... Bon, on arrive quand même à avoir un petit espace médiatique, il est pas nul, il est non nul. Mais c'est pas facile parce qu'il faut répondre rapidement en très peu de temps sur des questions immenses. Et évidemment, vous savez, il y a une petite loi, enfin, je sais plus comment, on lui donne un nom, mais enfin, peu importe, qui dit que il faut 10 fois plus de temps pour réfuter une bêtise que pour la proférer. Et donc, voilà, je pense même que le ratio est encore plus élevé. Hein. Donc, voilà, quand quelqu'un nous dit ils viennent attirés par notre protection sociale, bon, bah... Il faut expliquer que, en réalité, quand on regarde la migration depuis l'an 2000, les pays qui ont attiré le plus de migrants, c'est plutôt les États-Unis, c'est l'Espagne, qui justement ne sont pas généreux en protection sociale. Bon, donc, vous pouvez aligner des contre-exemples. Là, je le fais assez rapidement, mais c'est vrai que donc il faut préparer aussi ces réponses. Hein, il faut les avoir en tête. Et c'est vrai que le temps que nous passons beaucoup de temps sur le terrain à compiler les chiffres, etc. On n'est pas sans cesse derrière un micro. Quand les journalistes nous invitent, c'est ce soir à 17h, ce soir à 19h, tout de suite. Là, on est enjoint de répondre sur le champ à des demandes immédiates. Et ils ne s'imaginent pas que on fait des cours. On a des travaux de terrain à mener, on a
Voilà, et puis on lit aussi, vous savez, c'est la lecture, ça existe. Il y a des, voilà, vous savez, les livres. Vous savez ce que c'est qu'un livre? C'est des très très longs SMS écrits sur du papier. Là, vous voyez. Donc, oui, mais ça prend du temps, voilà. Et ça, par rapport à la temporalité immédiate comme ça du tac au tac, ben, on a du mal, hein, effectivement. C'est pas évident. Bon, donc on essaie quand même d'agir. Cela dit, dans les derniers débats. Politique. Bon, plusieurs groupes parlementaires m'ont invité. Les groupes parlementaires sont même divisés entre des tendances dures, des tendances beaucoup plus ouvertes. Et à cause de ce jeu de tendances, tous les partis sont divisés. Les macronistes sont divisés, les socialistes sont divisés, etc. Il y a peut-être que le Rassemblement national, et encore, qui ne serait pas totalement divisé. Et encore, j'ai vu que Marine Le Pen a dit « Oh ben non, finalement, c'est pas utile de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, il vaut mieux y rester. » Et aussitôt, elle s'est pris une volée de bois vert de la part de gens qui trouvaient qu'elle était dans la palinodie, etc. Donc, alors, à cause de ces divisions internes, finalement, ils font appel aux chercheurs pour essayer d'argumenter. Donc, moi, par exemple, l'an dernier, enfin, il y a 2 ans, si je compte le nombre de parlementaires devant qui j'étais amené à m'exprimer, il y en avait 60 au total, entre les différents groupes qui m'ont été... J'aurais donné mes chiffres, des données, etc. Et j'ai vu que lors du débat de 2019, certains reprenaient des arguments du genre, il ne faut pas utiliser les chiffres absolus, mais les chiffres relatifs, etc., etc. Enfin, il y avait des... Et je me suis dit, tiens, il y a quand même quelques arguments qui arrivent à percoler dans le débat. Voilà, donc on a peut-être échappé à des choses encore pires si les chercheurs et les organismes chargés de statistiques comme l'INSEE, l'INEL, le CDE, etc. n'étaient pas intervenus. Voilà, mais je ne surestime pas du tout notre impact. Juste une question. Une petite question. Jusqu'où, s'il vous plaît, jusqu'où il faut ou pas dédouaner les responsables politiques actuels? Moi, j'entends très bien le néocolonialisme, les effets de la mondialisation qui touchent l'Europe et la France avec l'accroissement des inégalités, pauvreté qui flambe. En même temps, voilà, je me dis que c'est des sujets responsables qui sont au gouvernement des États africains. Voilà, mais jusqu'où? Alors, alors, comment vous dire ça? On ne peut pas non plus leur donner une responsabilité quant aux inégalités qui flambent dans leur État, dans leur pays. Voilà, est-ce que... Je sais, il y a la Centrafrique, ça peut être des pantins, des marionnettes, mais en même temps, je me dis, c'est quand même des sujets responsables qui sont au gouvernement et qui peuvent aussi parfois se dire non à une politique des grandes multinationales, s'ils peuvent avoir les moyens. Enfin, c'est vraiment une question que je me pose, la responsabilité de nous, sûrement, mais aussi maintenant de l'autre. Voilà, parce que moi, je reconnais que chacun peut être responsable de ses actes. Voilà, c'est vraiment... alors, si je le dis, excusez-moi, peut-être maladroitement, mais voilà, pour moi, c'est une question en suspens. Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Voilà, merci. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de pays africains ont tout à fait les moyens d'un développement, alors je ne vais pas dire d'un développement autonome, mais d'un développement en échange égalitaire avec les pays les plus riches, notamment les pays de l'Union européenne. Seulement, il ne faut pas que ces rapports soient fondés sur les traités de libre-échange tels qu'ils sont formulés. Il faut, dans cette mesure aussi, leur donner davantage d'autonomie du point de vue financier et ne pas les soumettre à ces mesures drastiques d'ajustement structurel. Il y a là une autonomie. Alors, ils en ont certainement les moyens, mais ces moyens, ils doivent être développés dans la perspective d'une collaboration et d'une collaboration égalitaire, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la logique qui sous-tend la mondialisation économique et financière telle qu'elle s'est développée depuis les années 80.